Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Smaïka, créatrice de contenu littéraire sur différentes plateformes. Bonjour Smaïka. Bonjour Stella. Ça va? Ça va, merci, et pour toi? Oui, je vais bien, très bien, merci. C'est bien comme ça que ton prénom se prononce, pardon? Oui, en Smaïka. effet, Smaïka. Ok. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je suis Smaïka Inovia Chéri. On me connaît le plus souvent sur les réseaux sociaux sous le nom de Capucinette. J'ai 26 ans, je suis une Haïtienne, je vis en Haïti. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis une créatrice de contenu littéraire et j'œuvre dans la communauté littéraire, surtout en Haïti, dans le milieu des jeunes. Et je fais la promotion de la lecture en gros avec eux. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres activités à part ta création de contenu? Actuellement, je suis administratrice dans un centre pour la médecine corps et esprit. D'accord. Et c'est seulement ça en fait. Ok. C'est déjà pas mal. Donc, du coup, tu t'es lancée sur les réseaux, enfin, t'es créatrice de contenu depuis quand exactement? Je suis sur Bookstagram depuis 2018 parce qu'à l'époque, je travaillais dans une maison d'édition. Il n'y en a pas beaucoup en Haïti, mais j'avais eu la chance de travailler dans l'une des meilleures maisons d'édition. Et mon travail principal, c'était de faire la promotion de la lecture dans les écoles, surtout pour inciter les directeurs d'école à insérer la bibliothèque plaisir dans les écoles. Et avec ça, puisque je devais rencontrer les directeurs et leur expliquer pourquoi il est important d'insérer ces bibliothèques-là dans ces écoles, ça m'a donné envie de créer aussi un compte où je pouvais atteindre beaucoup plus de personnes pour les sensibiliser à la lecture. Donc, on peut dire que sur Instagram, c'est à partir de 2018. D'accord. Et tu recommandes des lectures particulières ou t'aimes bien lire n'importe quel genre de lecture? Moi, je lis de tout, sauf que puisque je suis en Haïti, j'encourage aussi la lecture des livres écrits par des auteurs haïtiens, bien que mon genre préféré, c'est surtout les livres écrits par les auteurs étrangers. Mais j'expliquerai ça après. Ok. C'est surtout ça. Donc, je les encourage à lire davantage, peu importe l'auteur, peu importe le genre littéraire. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une communauté littéraire déjà sur les réseaux qui est présente en Haïti? Pas vraiment. La seule chose que je peux dire, c'est que au début, lorsque j'ai commencé sur Bookstagram, il y avait seulement qu'une seule fille qui faisait la même chose. Donc, du coup, lorsque je suis arrivée, je pense que grâce à mon influence, beaucoup de personnes se sont intéressées par ce que c'est Instagram et beaucoup de personnes se sont aussi lancées à la promotion de la lecture. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 organismes qui aident les gens, du moins qui sensibilisent les jeunes à la lecture en Haïti, mais ils ne sont pas bons. Ok, ouais, parce que du coup, comment dire? Sur quoi tu t'es appuyé du coup pour te dire que fallait que tu t'ailles sur Instagram en sachant qu'il n'y avait pas énormément de personnes? Euh, Moi-même, j'ai choisi Instagram parce que déjà, beaucoup de jeunes utilisent le téléphone. Oui, Beaucoup de jeunes utilisent Instagram, mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Haïti, les jeunes surtout qui percent sur Instagram, ce sont des jeunes qui font euh, autre chose que quelque chose d'éducatif. d'accord. C'est que c'est là pour le plaisir et rien Ok, d'autre. ok. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de différent et leur montrer que même si on utilise Instagram pour regarder en Haïti, on appelle ça des zins, genre du papotage en quelque sorte. D'accord. Donc, on peut apprendre quelque chose. Par exemple, si on tombe sur une personne qui donne une recommandation livresse, on peut
euh, reconnaître un auteur, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi la plateforme Instagram. D'accord. Et donc, tu as aussi une chaîne YouTube du même nom, Capucinette. Oui, justement. Mais elle n'est pas aussi active que ma page Instagram parce qu'en Haïti, les gens n'ont pas vraiment la culture d'utiliser YouTube. Ok. Il y a vraiment... Les gens utilisent YouTube sauf s'ils ont besoin de quelque chose du genre la musique ou regarder une musique ou du moins essayer de faire une recherche qui a rapport à leur étude. Donc, c'est pas vraiment... Je ne veux pas dire que les gens vont aller sur YouTube juste pour aller regarder quelqu'un qui parle de livres. Ok. Ouais, c'est plus l'utilitaire, les tutos, des trucs Voilà, justement. utiles sur le moment. Ok. Et donc, depuis quand tu l'as, ta chaîne YouTube? Je pense que je l'ai depuis 2019. Je ne suis pas sûre. Peut-être quelques temps après Instagram. Parce que je me rappelle que j'avais posté une vidéo sur comment créer sa propre bibliothèque. Donc, depuis lors, j'ai cette chaîne YouTube-là. D'accord. Et du coup, tu es active, tu te fixes une organisation pour gérer tes comptes, tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, ou tu fais en fonction de ton temps libre? Non, je fais tout seul. Le plus souvent, je fais ça. Par exemple, je travaille de 8h à 4h. Donc, lorsque j'ai une petite pause, je vérifie ce qu'il y a à faire. Et lorsque je rentre chez moi, j'ai un temps bien spécifique pour Capucinette. Donc, voilà, c'est ça encore. D'accord. Et quel point bénéfique tu retires des deux plateformes Pour YouTube, je peux dire que, bon, la chaîne YouTube est une chaîne qui est un peu vide parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui connaissent la chaîne, même si je fais toujours l'effort de présenter un contenu parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut ouvrir YouTube et puis tomber sur une vidéo. Mais c'est surtout Instagram parce que grâce à Instagram, j'ai plus ou moins essayé, ou du moins j'ai plus ou moins mis en avant la lecture chez les jeunes. Parce que je ne suis pas seulement sur Instagram, parce que dans ma communauté, dans le pays, j'organise aussi des activités et en rapport à la lecture. Donc, que ce soit dans les écoles, je donne des petites conférences, par exemple, pour sensibiliser les enfants, ou du moins, j'organise des activités pour soit les abonnés ou les personnes qui me suivent, comme des chasses aux livres, ou il y a une activité que j'appelle Swap Livresque, que j'organise depuis 4 ans, et autre chose en genre. Ok. Ouais, j'ai bien vu que tu avais un club lecture que tu as. Donc, c'est des lectures communes que tu organises tous les mois? Oui, oui. L'année dernière, plus précisément le 11 janvier 2022, j'avais décidé de créer le club de lecture parce que beaucoup de personnes m'avaient demandé de le faire. Tout le temps, on me demandait, mais Smaïka, est-ce que tu vas créer un club de lecture? Et je me suis dit, bon, ok, d'accord. Parce que les jeunes ont besoin de ça. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est qu'en Haïti, on n'a pas vraiment d'activité de loisirs. Donc, la seule chose que... Comment t'expliques ça, pardon? Comment? Comment t'expliques ça? C'est comme si, à cause de l'insécurité, on n'a pas vraiment d'activité pour nous détendre. Par exemple, je peux témoigner pour les membres de mon club de lecture. Il y en a qui attendent toujours les fins de mois pour se rencontrer, pour se voir, parce que c'est le seul moment qu'ils ont pour sortir vraiment et voir d'autres personnes. D'accord. Donc, on évite de sortir lorsqu'on n'a pas besoin. On évite de mettre les... Comment je veux dire ça? On évite de se mettre en danger, en fait. Et les gens sont stressés. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de loisirs, il n'y a même pas de cinéma. Donc, je pense que c'est la seule chose que moi, je pense que je peux leur offrir en ce moment. Et je pense que ça se passe très bien avec le club, avec Capucinette. Et les gens aussi en profitent beaucoup. C'est cool que tu sois autant impliquée. Et du coup, tu as une tranche d'âge spécifique de personnes qui assistent soit à tes conférences, soit à tes chasses aux livres ou encore tes lectures communes?
Je pense que ça varie entre 16 et 25, 26 et même plus. Parce que récemment, je me suis rendue dans une ville de province et à ma grande surprise, il y avait eu des jeunes, des écoliers qui me connaissaient et qui savaient qui j'étais, qui étaient contents de me voir, qui voulaient participer dans mes activités. Donc, je peux dire que ça varie entre 15, 16 ans et plus parce que j'ai aussi des adultes dans le club de lecture aussi. Et D'accord. même qui participent dans les activités. Ah, ouais, t'as des gens qui t'aident, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par participer? Participer du genre qui décide d'être participant. Par exemple, pour l'activité que j'appelle Swap Livresque. Oui. Donc, j'ai pris le concept échange livresque. J'organise ça avec un groupe de personnes, sauf que c'est comme une activité de rencontre où les lecteurs vont rencontrer d'autres lecteurs comme eux. Et à la fin, j'organise une petite fête clôture. Ah, ok. Donc, dans cette fête clôture-là, si par exemple, chaque binôme donne un cadeau à la personne qu'elle a reçue. Ah oui, donc tu veux dire, il y a beaucoup d'implications, c'est ça, dans ce Beaucoup, que... beaucoup d'implications. D'accord. Et vous êtes combien à peu près, par exemple, dans tes chasses aux livres en général? Ça dépend parce que moi, l'année dernière, j'avais au moins 60 personnes. Cette année, je pense que j'avais aussi dans les 60 personnes. Mais je comprends le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, je pense que c'est à cause de la situation sécuritaire du pays actuellement, puisque les parents ne veulent pas laisser C'est les les enfants enfants sortir. sortir. Ouais. Donc, bon, c'est ça. Mais déjà, 60, c'est beaucoup. Tu fais ça dans des parcs? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Ah, il n'y parc. a pas de Il n'y parc. a Ok. pas d'espace. Les seuls endroits où je voudrais organiser ce genre d'activité, c'est vraiment très loin. Donc, les gens ne pourront pas venir. Donc, du coup, il y a une librairie qui vend des livres d'occasion, qui a une cour assez large. Et c'est là que j'organise ça depuis 2021. Ok, très bien. Mhm. Ouais, puis c'est peut-être pas plus mal du coup que ce soit dans une enseigne fermée plutôt qu'en plein air. Du coup, vu l'insécurité, tu m'as dit. Mhm. Donc, Ok. Et est-ce que tu as fait ouais, des rencontres marquantes enfin, depuis que tu as créé ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube, que ce soit en oui. virtuel ou en vrai? Oui, j'ai rencontré pas mal de personnes influentes dans le milieu littéraire. Par exemple, il y a une écrivaine qui s'appelle Émilie Prophète. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les villages de Dieu. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, de discuter sur son livre, Les villages de Dieu. Mais aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes en ligne. Il y a Cindy Alman, je crois qu'elle s'appelle. Elle a une page Instagram qui s'appelle Book of Sins. Elle est une Trinidadienne, elle parle de livres et elle encourage la lecture afro-caribéenne. Et en même temps, j'ai rencontré le docteur Myriam Chancy, qui a écrit un livre, c'est une haïtienne, elle a écrit un livre qui s'appelle What Storm, What Thunder. Ça raconte vraiment l'histoire d'Haïti le 12 janvier 2010. Parce que le 12 janvier, on avait eu un tremblement de terre vraiment énorme, catastrophique, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes, etc. Donc, dans son livre, elle a essayé de donner le point de vue de quelques personnes, mais c'est entièrement une œuvre de fiction. D'accord. Mais j'ai pu m'identifier à toutes les personnes parce que j'étais là aussi lors du tremblement de terre, etc. Et je pense que c'est l'une des rencontres les plus marquantes que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Ok. C'est touchant. Tu as pu l'interviewer et échanger. Ou c'était pas dans un cadre formel que tu l'as rencontré? Non, pas vraiment. Je pense qu'une librairie m'avait envoyé son livre parce qu'ils avaient vu que j'étais une haïtienne. Ils m'ont envoyé le livre et je l'ai lu. Et on a fait connaissance. Et c'est ça en gros. Elle m'a recommandé à d'autres personnes pour leur dire que voilà ce que je fais dans la communauté haïtienne en Haïti. J'encourage les jeunes à la lecture, etc. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Euh,
Alors, on va passer à la partie sur ton rapport à la lecture. Alors moi, je suis pas du tout avertie sur le marché de l'édition en Haïti. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été habitué à lire des livres d'auteurs haïtiens ou est-ce que tu étais aussi, comment dire, ou tu avais connaissance des parutions soit de l'Hexagone, soit des pays, enfin d'autres pays Moi, depuis que francophones je ou suis toute anglophones? petite, je lis depuis que je suis toute petite. Mais les livres que je lisais, c'était pas des livres écrits par des auteurs haïtiens. Parce qu'il n'y avait pas assez de... Il n'y en avait pas assez, en fait. Les seuls livres qu'on avait, c'était les livres étrangers. Soit des livres français, qui viennent du Canada, etc. Donc, du coup, c'est en grandissant qu'il y avait la maison d'édition où j'avais travaillé qui s'appelle la Maison Henri Deschamps qui avait imprimé des petites lectures pour enfants et c'est seulement ça que j'avais en fait en tant qu'enfant qui évolue en Haïti comme lecture et c'était pas assez. Et au fur et à mesure que je grandissais, il y avait d'autres auteurs comme Dany Laferrière, comme Margaret Papillon, etc. Mais jusqu'à présent, il en manque. Oui, Il manque d'ouvrages, il manque de livres. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que la plupart des Haïtiens, lorsqu'on parle de lecture, on fait la différence. On dit qu'il y a les romans haïtiens et les autres. Et il y en a aussi qui préfèrent les livres étrangers parce que d'après eux, les romans haïtiens ne leur donnent pas ce qu'ils ou ce qu'elles auraient aimé avoir. ok. Donc, Et pourquoi, du coup, il y a ce manque de parution en Haïti? Est-ce que c'est parce que le marché s'est pas encore développé ou est-ce que les auteurs sont présents mais comme enfin s'auto-publient, comment ça se passe exactement? bon, ce qui se passe, c'est tout un problème d'éducation parce qu'il y a vraiment qu'une faible portion de la population qui a accès à l'éducation, en fait. Et la plupart des écoles qu'il y a ne se, ne priorisent pas la lecture comme étant une activité bénéfique pour les enfants. Donc, du coup, les enfants grandissent sans savoir vraiment ce que c'est la culture de la lecture. Et en étant grand, il n'y a pas vraiment de personnes qui soient intéressées à la lecture. Du coup, il n'y a pas assez de maisons d'édition. Il y en a que, bon, il y a au moins 3 grandes et quelques autres. Donc, c'est pas assez vraiment pour Oui, satisfaire tout un pays, oui. tout un pays. Et comme je viens de le dire, le plus gros problème là maintenant, c'est l'éducation. Parce que même moi, lorsque je travaillais dans la maison d'édition où je devais faire la promotion de la lecture dans les écoles, il y a des gens il y a des directeurs d'école qui me disaient catégoriquement que la lecture, ça ne les intéresse pas et que ça a un coût. Ils n'ont pas ce coût-là. L'État ne les aide même pas. Donc, à quoi bon acheter des livres de lecture qui sont extrêmement chers? Il y a ça aussi, parce que les livres se vendent très cher. Donc, ce n'est pas la peine pour eux d'acheter les livres et que déjà, ils peinent à acheter les matériels scolaires. Donc, de là à leur demander d'acheter des livres de lecture, Ouais, voilà. c'est une activité qui est du coup très élitiste. Enfin, on s'en rend pas compte nous. Enfin, moi du coup, en tant que en tant que Française, enfin vivant en métropole, moi j'ai toujours eu accès à la lecture et de voir que bah, pour moi c'est limite vital, alors que pour d'autres, bah il y a tellement d'autres problèmes à gérer avant que ils font passer ça après quoi. Oui. Le problème aussi, c'est parce que officiellement, nous avons deux langues. Nous avons le français et nous avons le créole. Et le français, c'est toujours une langue élitiste dans le pays, puisque si tu ne parles pas français, c'est comme si tu n'es pas éduqué. Du coup, la Mm. plus grande majorité du pays ne parle pas français. Ils Ah parlent d'accord. créole. Donc, c'est encore plus compliqué de faire la promotion de la lecture à des gens qui ne comprennent Ils même pas comprennent le même pas, français. oui. Donc, Ok. voilà. Et tous Ok. les livres sont écrits en français. Rares sont les livres qu'on trouve qui sont écrits en créole. Donc, c'est ça le problème. Ouais, il faut déjà avoir la langue et après. Ok. Les autres choses. Voilà.
Et du coup, ouais, en lisant toutes tes lectures, est-ce que tu t'es déjà senti représentée? Tu m'as déjà cité le livre du docteur Oui. précédemment, mais est-ce que tu as d'autres lectures qui t'ont marqué? Euh, let's see. Il y a le livre d'Emily Prophète qui s'appelle Les villages de Dieu, qui parle du pays. Parce que en ce moment, le problème du pays, le problème qu'on est en train de confronter là, c'est un problème d'insécurité grave. Et ça a commencé avec une zone bien déterminée. Donc, cette zone-là dont l'État n'avait pas pris en charge, qui, toutes ces, comment je peux dire, détériorées. Maintenant, les gens deviennent des gangs, etc. Donc, dans le livre, elle explique la situation de ces jeunes-là. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans ces milieux défavorisés et qui auraient aimé avoir une chance, soit une chance à l'éducation, une chance de vivre normalement comme les autres. Et même si moi, personnellement, je me sens pas directement touchée, mais je, je me sens tout de même concernée parce que je vis dans ce pays-là et ça m'affecte aussi. Puisque là, maintenant, le problème auquel on est en train de faire face, c'est à cause de la mauvaise jeunesse, à cause de l'État qui n'a pas pu donner à ces jeunes-là l'opportunité de vivre comme nous autres et que là, maintenant, ils sont en train de mettre dessus-dessous. C'est surtout cette lecture. Après ça, il y a Daniel Arthuriel qui a écrit un livre qui s'appelle Je suis fatiguée. Et il parle toujours d'Haïti, il parle toujours des Haïtiens. Et à chaque fois que je lis les livres de Daniel Arthuriel, je me sens très connectée au pays. Donc, c'est surtout ces trois auteurs-là. Le docteur Chancy, Emily Prophète Et Dany. et Dany. Il y a aussi Kate Moss qui est pas mal. Donc, c'est ces quatre-là. Ok. Et est-ce que tu as constaté, comment dire, une certaine évolution dans tes lectures? Et est-ce que tu as pu faire découvrir tes lectures marquantes à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées sur la question du pays? Oui. Il y a... Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Ouais, je t'en ai posé deux en même temps. Ouais, quel impact a eu tes lectures? Enfin, déjà, est-ce que tu les as partagées, toutes ces lectures marquantes sur tes réseaux? Et quel impact, du coup, ça a eu auprès de ton audience? Oui, à chaque fois que je lis un livre, je fais toujours l'effort de mettre un avis ou du moins de discuter avec les autres. Et il y a d'autres personnes aussi qui me disent que elles ne savaient même pas que ce livre existait et que c'est bien de mettre la lumière ou bien de mettre en avant cette lecture-là aux autres. Parce que les jeunes actuellement en Haïti, leur lecture se concentre uniquement sur... Bon, ok, je vais mieux expliquer ce que je veux dire. En Haïti, les gens ont tendance à faire deux grandes catégories de lecture. Il y a les livres de développement personnel et les romans. Et d'après eux, les romans sont les romans d'amour. Ah, Donc, pour eux, il n'y a que ça. Il n'y a que les livres de développement personnel d'accord. et les Et les romans d'amour. romances, ok. Voilà. C'est comme ça qu'ils le disent. Donc, du coup, dès que tu leur proposes quelque chose d'autre qui est différent, ils te disent, mais je ne savais pas que ce genre de livre existait. Voilà, trois types de livres, en fait. Les livres de développement personnel, les livres écrits par les auteurs haïtiens et la romance. Seulement ça. Donc, du coup, à chaque fois qu'on leur présente quelque chose pour leur montrer que, ah, tu vois, c'est un auteur ou c'est une autrice qui parle du problème de ton pays, ils sont toujours surpris. Ils sont toujours surpris, en fait. Et ils sont toujours reconnaissants. Merci de nous avoir montré cet aspect-là qu'on ne connaissait peut-être pas. Merci pour ces nouvelles lectures. Merci pour ces recommandations. Donc, je pense aussi que je les aide à découvrir de nouveaux genres. Donc, je pense que j'ai fait un peu l'impact. Oh, bah, c'est pas plus mal.
Et pourquoi ils ont l'impression de ne pas être représentés dans les romans? Pourquoi il y a cette ignorance entre guillemets C'est toujours un problème d'éducation parce OK, que les ouais. gens ont été éduqués comme ça. Il y a les romans. D'ailleurs, les jeunes, rares sont les personnes. Il y a des personnes qui savent ce que c'est la lecture, mais pour les autres, c'est flou. Mmh. Donc, pour les autres, d'après eux, dès que tu lis un livre, forcément, c'est un roman d'amour, ou bien c'est un livre et un rapport à tes études. Donc, je pense que c'est ça, le problème d'éducation. Mmh. Ouais, j'en parlais aussi. Enfin, moi, je suis pas du tout d'origine haïtienne, mais je parlais l'été dernier avec mes cousins et je leur disais que je faisais de la création de contenu sur les réseaux. Donc, je suis d'origine camerounaise et aussi là, dans ce pays, il y a aussi tout un problème de précarité, de situation, on va dire sociopolitique compliquée. Quand tu vois que le président est au pouvoir depuis des décennies. Enfin bref. Toi, c'est le président, mais moi, c'est le premier Ouais, ministre. Je n'ai même pas de président ah oui. depuis des mois. Donc j'ai un peu l'impression que dans les comment dire? Dans les populations, défavorisées, enfin la lecture, c'est pas du tout, une préoccupation, Donc, c'est ce qui est mais très ouais. difficile. Très, très difficile. N'empêche que j'essaie toujours de les encourager. Et c'est pour ça, à cause de ça, il y a pas assez de livres écrits par les auteurs haïtiens disponibles pour la population. Donc, du coup, les seuls livres qui sont disponibles et qui ne sont pas trop chers, ce sont des livres d'occasion. Et la plupart de ces livres d'occasion-là, ce sont des livres qui viennent de pays étrangers. Donc, du coup, ils ne connaissent. Bon, c'est maintenant aussi qu'ils sont en train de faire la connaissance de la littérature afro-caribéenne. Donc, ils ne savaient même pas qu'il y avait d'autres auteurs qui écrivaient des livres qu'ils pouvaient avoir ou du moins qu'ils pouvaient lire aussi. Donc, voilà. OK. Et est-ce que ton impact, ton influence, elle arrive aussi, comment dire? Est-ce que tu touches une autre audience que les personnes qui sont en Haïti? Je pense qu'il y a d'autres personnes surtout toujours des Haïtiens, qui vivent dans la diaspora. Donc, le plus souvent, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il vit au Chili en ce moment et qu'il ne peut même pas lire et qu'il ne peut même pas converser avec d'autres personnes qui parlent sa langue et que pour lui, suivre quelqu'un qui parle de la lecture dans sa langue natale, ça lui fait un bien fou et il aime ça, il adore ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui me suivent, des Haïtiens, des Haïtiennes surtout, qui me Principalement, suivent oui. sur les réseaux. OK. Alors on va arriver à la fin du podcast. Déjà, à part si tu avais d'autres questions à aborder. Ma question te concerne directement. D'accord. Donc là, vraiment, j'aimerais savoir c'est quoi ton objectif principal avec ton podcast. Mon objectif, sous quelle catégorie, enfin dans quel domaine? Parce que en fait, moi, mon but, comment dire? De mon podcast, c'est de partager en fait différents profils qui sont pas forcément mis en avant sur les réseaux et pourquoi pas comment dire toucher on va dire une plus large audience pour que ça puisse vous apporter des opportunités et aussi pour montrer aux personnes qui ont une force de frappe marketing assez influente en Hexagone que il y a d'autres profils en fait qui sont tout aussi constructifs que ce qu'elles ont en tête. C'est un peu pour déconstruire l'imaginaire collectif. Enfin, mon objectif, c'est déconstruire l'imaginaire collectif parce que je sais pas si tu sais, mais en France, il y a vraiment un problème de comment dire
de représentation des personnes minorisées au sein de la communauté littéraire. Et ça crée... déjà, il y a un manque de publications d'auteurs et d'autrices francophones. Et souvent, leur alternative, c'est d'être auto-édité. Donc ça, c'est un problème vis-à-vis des auteurs, mais il y a aussi un problème vis-à-vis des créateurs de contenu qui n'ont pas forcément accès aux mêmes opportunités que les créateurs et les créatrices blanches. Donc, mon objectif, c'est un peu de soulever tous les problèmes de la communauté littéraire, on va dire. Et pourquoi pas étendre un peu mon audience. J'ai pas de... c'est un peu ça, c'est un peu une motivation et des objectifs en même temps. J'aimerais te féliciter pour ce que tu fais. Merci. Parce que tu fais beaucoup pour cette petite communauté-là qui n'est pas assez représentée. Je pense que c'est à féliciter. Merci. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tu as très bien répondu, ne t'inquiète pas pour ça. T'as d'autres questions me concernant ou... Non, je pense que c'est bon pour moi. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, je suis disponible sur Instagram sous le nom de Capucinette, Instagram et YouTube sous le nom de Capucinette. Récemment, j'avais créé un compte TikTok, donc c'est aussi Capucinette. Donc, partout, je pense. Ok. Voilà. Et la dernière question du podcast que je demande à chaque fois, quel invité tu verrais sur ce podcast? Well, je ne sais pas si elle a déjà été présentée ici, mais je pensais à Laurie. Du compte Laurie Nama. Ah oui, elle a déjà été interviewée. Sinon, il y a Hélène. Elle s'appelle Immacula Hélène. Elle a déjà été interviewée. Ok. Il y a Marjorie. Des lectures de Marjorie. Voilà. Non, d'accord, je ne l'ai pas encore contactée, mais elle fait partie de mes invités potentiels. Je ne l'ai pas encore contactée. Il y a Marjorie. Ok. Voilà. Bon, si elle passe par là, bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire partie de mon podcast. C'est à moi de te remercier de m'avoir invité. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir, ton invitation. Je suis bien contente de rien d'être ici, tu vois. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.